Mylène Paquette est entrée dans l'histoire en devenant la première femme nord-américaine à traverser l'Atlantique Nord à la rame en solitaire. On a beaucoup parlé de son courage, mais on a très peu parlé de ses stratégies de navigation. Comment la science l'a-t-elle aidé à relever ce défi? Nous vous invitons à monter à bord de son canot pour vivre avec elle cette formidable odyssée. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres monde qui veut m'embrasser? 6 juillet 2013. La navigatrice québécoise Mylène Paquette quitte le port d'Halifax par une belle journée ensoleillée. Bye! Avant de partir, Mylène sait qu'elle va affronter de grosses tempêtes. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a choisi une des pires années pour faire sa traversée. Mylène Paquette a dû affronter une trentaine de systèmes dépressionnaires, et dont 8 tempêtes majeures. Mylène a déjà traversé l'Atlantique à la rame, mais elle était avec 5 autres rameurs. Cette fois-ci, elle est seule sur son bateau. Je pensais que c'était irréalisable. Une personne tout seule, pendant combien de jours? C'était presque de la folie, là. Et le plus surprenant, c'est que la grande navigatrice océanique a peur de l'eau. Je suis pas bien dans l'eau. Je suis pas bien. Tu sais, si j'y pense, j'ai les oreilles qui bourdonnent, j'ai comme le vertige, je perds un peu les pédages. J'aime pas ça. Le défi que s'est donné Mylène est colossal. Elle doit parcourir 5000 km sans moteur, sans voile, uniquement avec sa volonté et la force de ses bras. Pas étonnant qu'au tout début de l'aventure, elle s'enferme dans sa cabine et craque. Tout le monde est parti, je suis toute seule. J'aimerais savoir câlin de quelqu'un. Je suis pas fière, je suis pas capable de ramer. Puis je suis comme pas capable de ramer parce que j'ai pas mangé. Puis je suis pas capable de manger parce que j'ai mal au cœur. Puis j'ai mal au cœur parce que ça bouge trop de côté. Parce que c'est la première journée. That's it. Mylène a le mal de mer. Le début de son voyage est particulièrement difficile. Il pleut tout le temps et son bateau est lent. Le Hermel avance à peine plus vite qu'un pédalo. C'est 3 nœuds, 3000 à l'heure, 3000 nautiques à l'heure. Ça, c'est pas de courant, pas de vent, dans une piscine. Mylène a baptisé son canot le Hermel, en l'honneur de cet homme, Hermel Lavoie, un mécanicien spécialiste de la mer et des bateaux. C'est lui qui a vraiment fait tous les calculs de base pour rendre ça possible. Donc, il connaît le bateau, il sait que c'est un bateau marin, il avait confiance au bateau, puis il a une expérience incroyable en navigation. Donc, il m'a vraiment amené de la confiance, il m'a permis de croire que c'était possible. Le Hermel a été spécialement conçu pour les rameurs océaniques. Il a 2 cabines étanches. La plus grande, sa capsule de survie. La plus petite, son entrepôt. Il est équipé d'une éolienne et de panneaux solaires. Mais le plus important pour elle, c'est que son canot est auto-redressable. Il retourne toujours sur lui-même, comme le démontre ce test qu'elle a fait avant de partir.
J'ai à peu près 70 à 80 du poids qui est en dessous du plancher. Ça fait en sorte qu'aussitôt que je chavirais, le bateau se retrouvait beaucoup trop lourd au-dessus. Donc, après 4 secondes, 5 secondes, le bateau revenait et roulait tranquillement dans la bonne position. Dans son équipe au sol, Mylène compte sur les services d'un guide. Michel Meunet est un routeur, un spécialiste de la météo et de la navigation. Moi, j'étais en contact régulier avec Mylène Paquette et je lui indiquais les conditions météo qu'elle allait rencontrer sur sa route. Et puis ensemble, donc, on définissait des points de passage de façon à rester sur une route optimale par rapport à son objectif. Michel Meunet lui propose de suivre la route du Nord, celle qui longe les côtes canadiennes et passe par-dessus les grands bancs de Terre-Neuve. Mais Mylène ne veut pas passer sur ces hauts-fonds. Il fait froid, c'est nuageux, il y a de la brume, tu vois rien, il y a plein de bateaux de pêche. C'est pas vraiment attirant. Situés au large de Terre-Neuve, les grands bancs sont des plateaux sous-marins de 50 à 100 mètres de profondeur. Ces plateaux sont entourés de falaises qui descendent jusqu'au plancher océanique, 4000 mètres plus bas. Les courants de fond qui frappent ces falaises remontent à la surface et provoquent des vagues à faire frémir les marins. Tu sais, il y a plein de films, plein d'histoires de bateaux, là, les pires tempêtes sur les hauts fonds. Tu sais, c'était peut-être dans ma croyance à moi, là, des légendes urbaines à moi, mais non, j'avais pas le goût de passer là du tout. Mylène se dirige vers le sud. Elle veut suivre la route des autres rameurs océaniques qui ont traversé l'Atlantique Nord. Son but, atteindre le plus rapidement possible les courants chauds du Gulf Stream. Mais là, je sais que je m'enligne vers le Gulf Stream et ça va être cool. En fait, si c'est ce que je pense, le Gulf Stream, là, il y a des oiseaux, il y a du vent portant, il y a des dauphins, des baleines, des requins, il y a des poissons partout, puis il fait chaud, il fait beau. Le Gulf Stream est un courant d'eau chaude qui vient du Mexique, longe la Floride et traverse l'Atlantique Nord. Il s'agit d'un courant puissant qui transporte plus d'eau en 1 seconde que tous les fleuves du monde réunis. Pour Mylène, le Gulf Stream, c'est comme une autoroute qui va la propulser vers les côtes européennes. On était sur les théories qu'il y avait des courants d'environ 1 nœud et demi, presque continus. Moi, j'évaluais que si j'attrapais le Gulf Stream au début, j'aurais gagné 30 jours là, ou 40 jours sur ma traversée. Là. J'aurais pu le faire facilement en 80-90 jours là, en attrapant le Gulf Stream, tu sais. Mais l'équipe éprouve des difficultés à trouver ce courant magique. Ces images proviennent d'un modèle de la NASA. Elles montrent que le Gulf Stream n'est pas un long fleuve continu. Il est composé d'une forêt de tourbillons qui tournent dans tous les sens. Le Gulf Stream, ce n'est pas effectivement comme une autoroute. On a des parties du Gulf Stream effectivement où le courant est bien installé dans une direction. Et puis par endroits, on a des grandes loops, des grands tourbillons. Alors quelquefois dans le sens horaire, quelquefois dans le sens anti-horaire. Et il est très important de bien se présenter dans ces tourbillons. Sinon, on risque de se retrouver avec du courant contraire très important qui ramène au point de départ. Il n'y a absolument rien à faire si on est pris dans ce type de tourbillon. C'est des tourbillons qui ont peut-être, je sais pas, 20, 30, 40 000 de diamètre. Elle n'est pas capable de combattre ça. Ça n'avance plus, là, ça recule. Mylène est prisonnière de ces tourbillons. Certains jours, les courants la font reculer de 40 km. On voit sur les écrans d'Hermel qu'elle tourne en rond depuis plusieurs jours. Le Gulf Stream est un échec. L'équipe au sol lui propose de changer de cap, d'aller vers le nord, vers les grands bancs de Terre-Neuve, le seul endroit dans la région où il n'y a pas de tourbillon.
Je voulais pas y aller, je voulais pas y aller, je voulais pas y aller. Là, mon routeur, il a dit non, non. Là, il est intervenu avec Hermel, avec Jean-Pierre, avec l'équipe technique, là, l'équipe de routage. Puis on dit, là, ça suffit, là. Malheureusement, tu t'en vas sur les hauts-fonds de Terre-Neuve. Après la pause, la tentation d'abandonner. Le 10 août 2013, Mylène se dirige vers les Grands Bancs de Terre-Neuve, l'endroit qu'elle redoute le plus sur l'Atlantique Nord. Depuis le début de son voyage, le mauvais temps s'acharne. Et quand il pleut, Mylène ne rame pas. Elle s'enferme dans sa cabine et attend que la tempête passe. Je me sens paresseuse. Tu sais, j'aurais aimé ça, là. Ouais, moi, je rame. Tu sais, je rame 12 heures par jour, peu importe le temps, les intempéries, je suis la plus forte. Non, c'est pas du tout ça, finalement. C'est vraiment plus difficile que je pensais. Mais tout va changer dès qu'elle pose les rames sur les grands bancs. Enfin, le soleil brille. Et Mylène reçoit de la grande visite. Il y a eu des dauphins, des baleines, tout! Viens-tu? Cette gang de mammifères-là, là, de globicéphales, au début, ils sont toujours un petit peu distants. Au début, là, c'était juste les gros, là, qui semblaient être les gros mâles là, de la gang. Puis après ça, ben, t'avais la maman qui venait, qui allait chercher son bébé. Tu sentais vraiment qu'il y avait un ordre là, dans la rencontre là, qu'on avait ensemble. Non, pas là! Ça te fait mal! À part les mammifères, Mylène se fait beaucoup d'amis sur l'océan. Il y a de magnifiques dorades qui viennent lui rendre visite. Il y a aussi des oiseaux, des mouettes et des pétrels comme Velcro qui se posent sur son bateau. Il fallait que je les prenne pour les faire voler parce qu'ils n'arrivaient pas avec leurs palmes de se lever debout sur leurs pattes palmées puis à prendre leur envol. Vol! Go! Mylène va passer 9 jours sur les grands bancs. Les craintes anticipées ne sont pas au rendez-vous. Ça s'est bien passé sur les hauts-fonds de Terre-Neuve. Étrangement, ça a été un de mes meilleurs moments. Ça allait super bien, j'avais un bon vent, je surfais, j'ai vraiment là, avancé là, super bien sur les hauts-fonds. Pour surfer, comme elle dit, le Hermel glisse le long de la vague. Il dévale la pente et peut atteindre 6 fois sa vitesse de croisière. On a enregistré les pointes de surf à 18 nœuds. Mais ça, c'est pendant quelques secondes. Là. Puis c'est là qu'on a du fun. C'est là. C'est là le plaisir de la rame océanique. C'est de surfer sur des grosses vagues. Mais le plaisir est de courte durée. En sortant des grands bancs, Mylène retrouve le mauvais temps. La mer est très agitée dans ce secteur. C'est ici que les courants froids du Labrador rencontrent les courants chauds du Gulf Stream. Pour l'aider à naviguer dans ces eaux troubles, Hermel Lavoie calcule de sa maison à Rimouski les secondes entre les vagues. Tu peux avoir une vague de 10 mètres, 30 pieds, puis qu'elle aurait 30 secondes. Ça veut dire que ça peut être bien calme dans ça. Là. Le bateau monte, descend, tu perds l'horizon dans le trou complètement, mais il ne se passe rien de dangereux. C'est quand les secondes se rapprochent que c'est dangereux. Les vagues fonctionnent comme un accordéon. Si le soufflet est étiré, les secondes entre les crêtes seront plus longues et la pente plus douce.
Si le soufflet est comprimé, les secondes entre les vagues sont plus courtes et la pente plus prononcée. Dans ces conditions, le Hermel ne glisse plus, il tombe et risque de chavirer. C'est déjà arrivé que j'étais à l'extérieur du bateau et puis soudainement, je vois un mur arriver de côté. Oh my God, non, non, non! La vague est comme pas placée comme les autres, elle a une séquence qui est différente. Et puis là, je me dis, c'est fini. Je chavire, puis j'étais à l'extérieur, j'étais attachée, mais c'est terminé. Dans ce secteur, il n'y a pas que les vagues qui sont menaçantes. Le vent s'élève de nouveau et la repousse constamment vers les côtes canadiennes. On avait un chapelet de dépression, de petites dépressions qui se succédaient presque de 24 heures en 24 heures. Tu sortais dans une, tu recommençais, tu rentrais dans l'autre, tu sortais dans une, tu rentrais dans l'autre. Qui ont beaucoup été un obstacle là, à la progression. On était... c'était pas favorable. Pour ne pas trop reculer dans ces dépressions, elle sort son ancre flottante. C'est comme un immense parachute qui se gonfle d'eau. Ça ne retient pas fixe comme une ancre terrestre. Au lieu de 20 000, tu vas reculer peut-être de 3 ou 4 000. Donc, c'est très efficace pour empêcher de reculer. Mylène ne recule pas, mais elle n'avance pas non plus. Après 2 mois en mer, Mylène est toujours dans les eaux territoriales canadiennes. À ce rythme, elle va arriver en France en plein hiver. Pour la première fois de la traversée, Mylène va abandonner. J'avais comme accepté l'idée que je pouvais abandonner. Puis ben Michel, il m'a dit après que c'était pas possible, qu'il y avait un courant contraire, puis que les dépressions étaient terribles au nord. Mylène doit poursuivre sa route, sauf qu'elle doit maintenant composer avec la première grosse tempête de la traversée. Excusez, j'ai volé dans le mur. Son équipe au sol lui annonce des vents de 75 km/h. Puis là, le type de vague, c'est un avertissement, ça, pour les petites embarcations? OK, c'est le temps d'aller dehors, my ground. Quand je suis sortie. 3, 2, 1, go! Mylène a très peu de temps pour se préparer. Elle attache tout sur le pont et sort son traînard. Il s'agit d'une longue corde qu'elle laisse traîner derrière son bateau. Sur cette corde, elle attache des bouées ou des petits cônes qui exercent une tension dans l'eau. Le traînard, c'est comme un frein qui empêche le bateau de culbuter. Ça me permettait de garder un contact avec l'eau, mais ça donnait de la friction. Il y avait de la friction autour de cette corde-là. Donc, ça ralentissait la glisse du bateau dans les vagues. Malheureusement, Mylène va perdre son traînard durant cette tempête qui va faire beaucoup de dégâts. Ma rame, il y a une rame qui a cassé. Wouh! Il y a de l'eau. Ça ici, c'était là comme ça. Et puis c'est pour conduire le bateau. Brisé. Un taquet. Parti le taquet. Mon iPhone est brisé. Mon iPhone est fini. C'est pas le fun. Méchante tempête. Son équipe s'inquiète. Mylène n'est pas en détresse, mais elle est vulnérable. Il décide de venir à son secours et lui prépare une surprise, une très grosse surprise. Après la pause, rendez-vous avec un géant. Jour 77 de la traversée. Depuis le passage de la dernière tempête, Mylène répare les dommages faits à son bateau. Mais elle est soucieuse. Elle sent que son équipe au sol lui cache de l'information.
Donc, j'ai rappelé l'équipe au sol au Québec, puis Jean-Pierre, puis j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe, là? Il me préparez-vous quelque chose? » Puis c'est là que Dominique m'a dit « Bon, attache ta tuque, là, ils s'en viennent t'aider. » Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle a rendez-vous avec le Queen Mary II, un des 5 plus longs paquebots du monde. Son équipe au sol travaille depuis 2 jours à préparer cette rencontre. Sur l'écran d'Hermel à Rimouski, on voit que le Queen Mary II doit faire un long détour de près de 300 km pour la retrouver. Mylène se prépare pour cette rencontre et a même dressé une liste de ses besoins. En avant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand finalement, le 26 septembre, la silhouette du géant apparaît. On dirait que je vois un mirage. C'est capoté. Jamais tu vois un bateau arriver vers toi. Puis là, nous dire, ce bateau-là, c'est Queen Mary, puis il s'en vient pour moi. Fait que c'était très excitant. Là, je suis nerveuse parce que c'est un gros bateau. Je me dis, il va peut-être avoir un peu de monde sur le pont, tu sais. Just let me know before you drop it, okay? Thank you. La différence de taille entre les 2 bateaux les oblige à garder une certaine distance. C'est donc en pleine mer et après de gros efforts qu'elle récupère ses colis. It's amazing. Thank you so much. Thank you so much. Après des adieux émouvants, le paquebot reprend sa route et Mylène déballe ses cadeaux. Il va m'en neuf. Mais neuf! Oh, mais c'est incroyable! Elle a demandé un téléphone satellite et un nouveau traînard. Mais c'est la nourriture qui provoque la plus grande réaction. Ah, c'est une poire! Oh my God, c'est une poire! Un Malbec de l'Argentine. Hein, ils ont mis un twist cap. Oh my God! Des chocolats! Oh my God, 50 paquets de thé! Wow! Mylène savoure la couleur, l'odeur, la texture de chacun des fruits, comme si c'était les derniers fruits de la planète. C'est quand tu fais l'épicerie, là, il pomme toutes les poires, puis elle est toute belle, puis elle est sautée en bas d'un bateau, la poire. Puis tu sais, elle est toute belle. Depuis le début de son voyage, Mylène mange dans une tasse de la nourriture séchée à froid qu'elle prépare au-dessus d'un petit réchaud. 3 bananes. Oh! OK, on mange une banane, on mange une banane. Pour elle, les fruits et les légumes frais du Queen Mary lui rappellent les parfums de la nature. Oh! Oh my God! Tous ces cadeaux lui permettent de poursuivre sa route. Mais le Hermel avance péniblement. Il y a beaucoup d'animaux, hein? Ah! Il y en a beaucoup! Oh my God! Oh my God! Quel job je vais avoir! Il y a des animaux! Look at that! Holy shit! Faut que je saute dans l'eau! Mylène a depuis quelques semaines des visiteurs indésirables. Des anatifs se sont fixés sur la coque de son bateau. Ces coquillages, qui ressemblent à des mollusques, freinent son élan.
La vitesse de coque que le bateau avait de 3 nœuds, là, avec les mollusques accumulés, tu perds un tiers. Ça veut dire qu'elle devient à 2, avec le même effort. That's it. It's time to go. I can do it. I can do it. I can do it. Mylène sait depuis le début de son voyage qu'elle doit nettoyer la coque de son bateau. Mais à chaque fois qu'elle a voulu plonger, elle recule et remet la tâche à plus tard. J'attends un peu, là. J'ai comme pas très envie d'aller dans l'eau. Je me sens comme un astronaute qui doit faire une sortie dans le ciel. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en bas, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer, c'est pas mon élément. Est-ce que je vais manquer d'air? Est-ce qu'il y a des grosses bébites qui peuvent venir? C'est une personne toute seule sur l'océan et tu décides de débarquer de ton bateau. Tu t'envoies à l'eau là, pour aller nettoyer le bateau. Il n'y a plus personne dans le bateau. Là. Il n'y a plus personne qui peut te recueillir. S'il m'arrive de quoi, là, personne ne va savoir qu'est-ce qui est arrivé. Personne. Je suis mieux de fermer les fenêtres. Ça, si je meurs, mais le bateau va continuer de voguer, puis s'il pleut, le bateau va rester intact. Puis mes parents, ma famille, ils vont faire « Oh, elle était rendue là! » Même s'il est seul en plein milieu de la mer, Mylène fait appel à une psychologue pour l'aider à surmonter sa peur. OK, je sors dehors, je tasse la chaudière, je la mets là. Sa psychologue lui demande de visualiser et de dire tout haut ce qui lui fait peur. Puis là, quand je faisais la visualisation, il arrivait toujours quelque chose. Puis il y a une baleine, il y a quelque chose qui me prend une patte, ou tu sais, il y avait toujours quelque chose. Puis là, elle me disait, change ça. Tu sais, s'il y a un requin qui arrive, ben il faut qu'il arrive avec un bouquet de fleurs. Tu sais, ou il arrive avec un chapeau de fête, chanter une chanson. Fait que j'essayais de modifier toutes les images que je me faisais mentalement pour trouver ça le fun puis drôle, tu sais, de descendre dans l'eau. Mylène mettra 3 mois avant de vaincre sa peur de l'eau. Armée de son courage et de sa truelle, Mylène s'apprête à plonger. Sa respiration augmente. Sa fréquence cardiaque atteint 180 pulsations minutes. Mylène se débat avec frénésie, mais l'opération réussit. La journée qu'elle est allée et qu'elle a fait le travail, là, c'était une victoire. C'est quasiment une victoire aussi grande comme avoir arrivé sur la côte. Le Hermel, libéré de ses mollusques, glisse maintenant beaucoup mieux sur l'eau. Je le sentais, la différence. Puis quand j'ai nettoyé la coque, là, c'était fou, là. C'était le bonheur total. Là. Le bateau glissait, là. Je faisais des pointes de 3,7 nœuds. Le 30 septembre, elle se prépare pour une fête. Elle vient de franchir en pleine nuit la mi-parcours. On a une bouteille de vin qu'on a eu un cadeau de qui? De Queen Mary II. Donc, on ouvre la bouteille. Ah! Wow! Ça va bien dormir. Mais la fête sera de courte durée. L'hiver s'en vient et la dernière moitié de son voyage sera la plus éprouvante. Après la pause, de violentes tempêtes. Oh my God! Jour 100 de la traversée, et le temps est toujours aussi menaçant.
Depuis le début de son voyage, Mylène n'a jamais eu plus de 5 jours consécutifs de beau temps. Et ce n'est pas près de changer. Après le 21 septembre, là, c'était l'automne. Je sentais vraiment que la mer n'était plus la même. C'était des gros creux, là, c'était des grosses vagues, là, c'était des bonnes dépressions. Mylène avait prévu franchir la ligne d'arrivée en 100 jours. Mais ce 14 octobre, on voit qu'elle est encore loin des côtes françaises. Oh, mes genoux! Oh. Je suis vieille! Pour rattraper le temps perdu, Mylène veut redoubler d'efforts. Mais ses genoux et son dos la font souffrir. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas fait... J'ai ramé un petit peu avec le dos rond, mais j'ai mal au dos, là. Après plus de 3 mois en mer, le Hermel aussi commence à montrer des signes de fatigue. Il y a des infiltrations d'eau à l'intérieur de 2 compartiments étanches. Il faut que j'écope le bateau. Il y a de l'eau partout dans tous les fonds. Il faut tout que je sorte le matériel pour aller sauver de la bouffe parce que j'avais plein de bouffe qui prenait l'eau. Donc, je perdais de la bouffe à toutes les semaines, à toutes les dépressions. Sur les écrans de ces routeurs, rien d'encourageant. La météo à long terme est si mauvaise que son équipe au sol lui cache la vérité. On a 4 updates par jour pour 7 jours. Par contre, pour son information à elle, on se contentait de lui fournir 18 heures d'avance. C'était pas bon pour son moral de trop lui en donner d'avance à digérer parce que ça décourage. Peu avant midi, au bord de cette falaise, une femme de 47 ans est emportée par une vague. Ce qui risque de la décourager, c'est que la pire tempête de la traversée est en train de prendre forme. Cette tempête s'appelle Christian. Elle va faire 2 morts et beaucoup de dégâts en Europe. Mais avant de s'abattre sur les côtes, Christian et ses vents de 70 nœuds se dirigent tout droit vers Mylène. Quand on est rendu à 70 nœuds là, de vent, c'est 120 km/h. C'est tempête forte, là. Comment qu'on va passer dans ça? Je suis de mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'il y a des grosses vagues? Oh my God! Mylène ne peut pas affronter ce monstre. Son routeur lui demande de fuir le plus rapidement possible vers le sud. L'idéal, effectivement, c'est qu'elle se situe suffisamment au sud de la dépression pour éviter des vents, d'une part, moins forts, et puis pour progresser avec du vent qui la pousse dans la bonne direction. Dans l'hémisphère nord, les vents des grandes tempêtes tournent toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si le Hermel est au nord de la tempête, Mylène a le vent de face et recule. Si le Hermel est au sud de la tempête, Mylène a le vent dans le dos et avance. En fuyant vers le sud, son routeur souhaite qu'elle profite de cet effet catapulte. Michel, si je me souviens bien, il m'a dit « Va-t'en dans le sud. Écoute-moi, là, fais juste t'en aller dans le sud. Là. Ça, c'est ton prochain waypoint. » Puis je sentais là, que Hermel, la façon qu'il me parlait, il me cachait quelque chose. Puis je disais « Ah, c'est correct. J'ai pas besoin d'en savoir plus, je vais faire du sud. » Mylène va ramer comme elle n'a jamais ramé. Plus de 100 km en 24 heures. C'est son record de la traversée. J'ai ramé. C'est sûr que j'aurais pas ramé toute la distance. Hein. J'ai toujours le vent qui m'aide à certains moments. La stratégie de la fuite fonctionne. En allant au sud, elle évite le gros de la tempête. Sauf que, juste derrière Christian, il y a une autre dépression qui prend forme. Le petit bébé de Christian qui a pris naissance au sud de nous autres, avec une rapidité incroyable, nous visait directement.
Elle range tout ce qui traîne sur le pont et se prépare au pire. Cette fois-ci, Mylène, épuisée, ne peut plus s'enfuir. Je veux plus jouer avec toi! Je veux rentrer chez nous! Mylène n'a pas d'autre choix. Elle s'enferme dans sa cabine, met son casque de sécurité et s'attache sur son lit. Si t'es tout le temps dans des déferlantes, tu peux tourner, là, faire des temps 360, 15-20 à l'heure, là, tu sais, c'est un après l'autre, là. T'es comme une bûche sur l'eau, là, qui se fait barouetter de tous les bords, de tous les côtés. Elle chaviré, puis j'étais pas prête. Tout était à l'envers, j'avais pas mon casque, puis je me suis vraiment cogné la tête. Le bras. Mylène va chavirer 3 fois dans cette tempête, dont une fois alors qu'elle n'était pas attachée. Finalement, après 72 heures, la tempête se calme. Mylène sort sur le pont et constate les dégâts. Ça marche plus! Parmi tous les objets brisés, le pire, c'est son éolienne. Mylène a perdu sa principale source d'électricité. Là, on a tombé les 7 ou 8 derniers jours juste avec les panneaux solaires. Il fallait ménager assez qu'à la toute fin, là, il ne restait plus rien. La batterie de réserve, tout était consommé. Tout ce qui lui reste pour communiquer avec la terre ferme, c'est son téléphone satellite. J'ai pas l'heure sur mon iPad, j'ai pas d'alarme, j'ai que ma montre, pas de GPS, je connais même pas ma position, mes 2 GPS sont capotes. Tout ce que j'ai, c'est un texto de mon équipe au sol qui me dit « Voilà ta position » et je marche à la vieille carte. Mylène termine son parcours à l'aveugle. Elle vient d'entrer dans un des corridors maritimes les plus achalandés d'Europe, mais elle n'a plus d'émetteur de positionnement. Les cargos ne la voient pas. J'ai vraiment eu peur, en fait. J'ai senti l'essence, j'ai senti l'odeur du cargo avant de le voir et de l'entendre. Il était vraiment face à mon bateau, puis moi je ramène. Non, c'était vraiment pas agréable. Curieusement, malgré toutes ces épreuves, Mylène n'a pas hâte que l'aventure se termine. C'est ça, il y a beaucoup de choses de brûler, de briser. Mais l'important, c'est d'être en santé. Et puis, je suis pas blessée, je suis juste fatiguée. Et puis, j'ai un super bon moral, j'arrête pas de rigoler, j'ai du fun tout le temps. Donc, ça me dérange pas d'être là plus longtemps. Mais, je vais m'ennuyer de mon bateau. C'est sûr, je vais m'ennuyer de mon bateau quand je vais quitter mon bateau. Vraiment, je vais m'ennuyer de lui. Finalement, après 129 jours en mer, Mylène arrive enfin à destination. Elle réalise là un véritable exploit. Elle a fait preuve d'une détermination exemplaire, beaucoup de courage. Je pense qu'à sa place, je pense que beaucoup de personnes auraient abandonné assez rapidement. C'est un exploit assez extraordinaire. Moi, j'étais ici sur Terre, là, j'ai eu des découragements plus qu'elle. Mylène n'est pas découragée. Au contraire, elle veut retourner voguer sur les océans. Avant de toucher la terre ferme, elle manifeste tout son amour pour la mer dans un poème. J'ai apprécié chaque moment passé en ta compagnie, même les plus difficiles, car ils ont su me révéler à moi-même. Tu m'as permis de me découvrir, de me dépasser, de me surprendre et le plus important,
de reconnaître mon humilité. Pour chaque trésor trouvé ici, je veux te dire merci.